Bonjour et bienvenue dans ce cours de cartographie thématique. Alors ce cours, je l'ai intitulé La carte et son efficacité. Alors dans ce cours, on va voir un certain nombre de points. Donc le premier point, c'est la carte, un document visuel sous contrainte. Le deuxième point qu'on verra ensemble, c'est les 4 qualités d'une carte. Troisième point, qu'est-ce qu'une carte? Donc on verra un certain nombre de définitions. Ensuite, le titre fait toute la différence. On verra quelles peuvent être les solutions qu'on peut trouver pour faire un titre et apporter une plus-value à sa carte. Et enfin, une carte peut mentir pour voir quels sont les enjeux quand on fait une carte. Alors, en guise d'introduction, pour démarrer, ce qu'on peut effectivement dire, c'est que une carte vaut mieux que de longs discours. Effectivement, pour expliquer un phénomène, pour expliquer un phénomène quelconque, on peut être effectivement amené à parler, faire des exposés, etc. Toutefois, la carte, elle a quand même un gros avantage, c'est que visuellement, en quelques secondes, vous pouvez transmettre un message et à vous, évidemment, de rendre ce message le plus intéressant possible. Donc une carte, c'est un document visuel, c'est un document qui permet de faire effectivement passer un message rapidement, de manière efficace, et qui peut être aussi perçu de manière satisfaisante, parce que finalement, ça permet au lecteur de se projeter dans cet univers et de développer sa propre réflexion, plutôt que d'être passif face à quelqu'un qui déroule un discours déjà convenu. Alors, effectivement, la carte, c'est un document visuel, c'est un document très important, mais c'est un document de communication, donc je viens de vous le dire, mais qui contient un certain nombre de contraintes. Alors, en termes de contraintes sur ce document, on peut en lister 2, j'en vois essentiellement 2. Le fait que les lecteurs de votre carte ont une capacité de réception limitée. C'est-à-dire qu'une carte, contrairement à un long discours qui peut se développer pendant de longues minutes, voire de longues heures, une carte, elle doit être intéressante au premier coup d'œil. Elle doit captiver votre public très rapidement et de manière très efficace. Deuxième élément de facteur de réussite, mais aussi du coup de contrainte d'une carte, c'est que les codes de la carte doivent être familiers au lecteur. Donc c'est-à-dire qu'effectivement, il faut se projeter dans la capacité de vos lecteurs à comprendre ce que vous allez leur montrer, d'autant que ça se fait à distance et ça se fait dans un temps différé. Vous n'êtes pas là pour expliquer ce que vous voulez démontrer dans votre carte. Et puis ensuite, il y a toute l'interprétation de la carte qui peut être différente selon les cultures, selon les publics, selon la culture scientifique, j'allais dire, générale du public auquel vous êtes confronté. Donc effectivement, par exemple, voilà un exemple d'une capacité limitée des lecteurs à s'approprier cette carte. Par exemple, vous et moi êtes incapables effectivement de comprendre ce que dit cette carte. Et cette carte, elle est effectivement, elle est écrite en chinois, effectivement, et donc du coup, ça crée effectivement quelque chose de limitant dans la communication. Si la carte est un document de communication, la langue est un frein à cette communication. Autre élément qui est un frein, qui est une contrainte à la carte comme un étant outil de communication, c'est le fait que les supports de la carte influent sur la qualité de lecture que votre public va avoir. Donc c'est-à-dire, par exemple, ici, vous avez une carte, la même carte que tout à l'heure, vous l'avez en noir et blanc, du coup le support est différent, on est passé de la couleur au noir et blanc, et du coup, vous voyez bien que toutes les aires qui étaient colorées sur la carte précédente ont disparu, hein, et du coup, le support graphique est limitant
pour la compréhension de la carte. Donc effectivement, la question du support de visualisation qui influence la capacité de compréhension de votre public est très forte. Et puis également aussi la qualité de l'environnement de la visualisation. Par exemple, dans cette vidéo même, les cartes que vous allez voir sont elles-mêmes très fortement liées à la qualité de la vidéo que vous avez face à vous. Et donc peut être potentiellement un frein à l'appréhension de votre travail. Donc pour résumer mon propos introductif, effectivement la carte c'est un élément très efficace, puisque rapide, pertinent, percutant. Effectivement c'est un support iconographique, donc c'est facilement transférable. Mais en même temps, c'est effectivement une carte, c'est effectivement un support visuel qui doit être parfaitement maîtrisé intellectuellement et techniquement. Donc on va passer au deuxième point maintenant sur la carte et son efficacité. C'est le fait qu'une carte doit avoir, autant que faire se peut, 4 qualités. Alors je vais les énumérer ici pour essayer, je vais les développer pour essayer de bien vous faire comprendre cet élément. Une carte, tout d'abord, la première qualité, c'est une carte pertinente. Donc une carte pertinente, qu'est-ce que c'est ? C'est une carte pour laquelle vous avez identifié l'objectif de la carte, c'est-à-dire que vous allez vous poser une question de qu'est-ce que l'on veut montrer, quel est le sujet que l'on veut traiter. Une carte pertinente, c'est aussi identifier l'information que vous souhaitez cartographier, quelles sont les données dont on a besoin, d'où viennent ces données, comment je vais peut-être les collecter. Ensuite, quelle est la nature de ces données. Donc l'identification de l'objectif, l'identification des données qu'on va utiliser pour cartographier. Et ensuite, un troisième élément qui me paraît central, c'est identifier la cible, le public et le support de sa carte. À qui doit-on destiner sa carte ? Une carte pour des enfants de 10 ans n'est pas tout à fait la même carte qu'une carte pour un public adulte de chercheurs scientifiques, par exemple. Donc, différents publics, différentes cartes. Alors, une carte pertinente, comment ça se construit ? Une carte pertinente, ça se construit du début à la fin de son travail. On choisit initialement un objet, qu'est-ce que je veux montrer ? Qu'est-ce que je veux montrer comme sur cette carte ? De quelles données j'ai besoin ? Avec quoi ? Quels sont les traitements que je vais appliquer à cette carte ? Comment je vais traiter ces données ? Comment je vais peut-être les calculer ? Quelles sont les règles que je vais utiliser pour représenter cette carte ? Et ensuite, quelles sont les contraintes techniques que j'ai finalement, que je dois traiter, que je dois affronter pour effectivement réaliser cette carte. Donc, vous voyez, différentes questions. Et puis au final, la dernière, c'est effectivement quel résultat, quelles sont la qualité de résultats que je veux obtenir. Donc, différentes questions du début jusqu'à la fin qui sont très importantes pour que votre carte soit réfléchie, c'est-à-dire pensée en amont et pas simplement faites au fil de l'eau, au fur et à mesure que vous viennent les idées. Une carte, c'est un plan, c'est une réflexion que l'on doit construire en avance. Deuxième qualité d'une carte, une carte doit être nette. Alors, on pourrait penser que aujourd'hui, à l'ère du numérique, finalement, une carte nette, c'est pas véritablement un enjeu. On suppose que l'ordinateur, finalement, est en mesure de régler ce genre de questions. En fait, pas du tout. Une carte nette, c'est une carte pas simplement propre, c'est une carte qui est simplifiée pour servir l'objectif de son propos. Prenez un exemple, regardez l'exemple que je vous mets là juste à côté. Vous voyez en fait deux cartons, deux micro-cartes, qui en fait la première est ensuite généralisée, c'est-à-dire qu'elle est simplifiée, elle est rendue plus nette, par simplement l'élimination d'un certain nombre d'éléments cartographiques qui n'aident pas au discours.
Donc une carte nette, c'est une carte qui est généralisée, c'est-à-dire c'est une carte qui est simplifiée par schématisation, par harmonisation, pour rendre compte d'une réalité et de manière à être perçue efficacement. Donc, pour le dire autrement, une carte nette, c'est une carte qui est simplifiée, schématisée, pour servir un discours, un objectif qui doit être transmis le plus rapidement possible. Troisième qualité d'une carte, une carte doit être équilibrée. Alors qu'est-ce que c'est qu'une carte équilibrée? C'est une carte qui fait l'équilibre, comme son nom l'indique, entre une carte exhaustive et une carte expressive. Prenons un exemple. Ici, vous avez à votre droite une carte exhaustive. Alors, la carte exhaustive, vous le voyez, ici, c'est un exemple un peu caricatural, mais c'est une carte où il y a beaucoup trop d'informations. C'est une carte qui est saturée, vous le voyez, par les couleurs. C'est une carte qui est trop longue à lire, d'une certaine manière, et qui rend finalement le propos pas très pertinent. Donc, une carte équilibrée, c'est une carte qui n'est certainement pas une carte exhaustive, puisque là, vous le voyez, la carte exhaustive, il y a trop d'informations, la carte est pas intéressante. L'autre point à éviter, c'est une carte expressive. Au contraire, là, vous voyez qu'on a une carte qui finalement apparaît comme étant assez simple, même trop simple. Elle est même binaire. Hein. Là, ici, sur cette carte, on a 3 éléments colorés, du bleu, du blanc, du rouge. Et les États-Unis, ici, sont rendus finalement à une option rouge ou blanc. Bon, ce qui est finalement, ce qui rend la carte finalement assez peu intéressante au final, puisque bon, à part avoir identifié ces 2 éléments colorés, on se demande qu'est-ce qu'il y a ensuite. Donc finalement, c'est une carte qui est extrêmement simple, alors facile à lire, certes, mais du coup, qui ne rend pas compte certainement de la complexité de la réflexion qui est la vôtre au moment où vous allez présenter cette carte. Un autre exemple de carte exhaustive, cette fois encore. Vous voyez, ici, on a une carte qui contient énormément d'informations. Et effectivement, c'est parfois un risque. On est souvent tenté de dire « j'ai beaucoup d'informations, je veux les transmettre ». Et finalement, on met beaucoup de choses sur sa carte. Et finalement, le public n'est pas en mesure finalement d'appréhender la complexité de cette carte. À l'inverse, si on veut en faire une carte expressive, ben là, vous avez un exemple. La même carte, finalement simplifiée à l'extrême, où finalement, vous n'avez qu'une seule variable. Voilà. Pourcentage de riziculture là dans cette province du Sud-Brésil. Finalement, très bien, parfait, on voit où est le riz, mais qu'est-ce que ça nous dit du riz? Au final, pas grand-chose. Donc une carte équilibrée, ça pourrait être par exemple dans ce cas-là celle-ci. Vous voyez, où finalement on rajoute des éléments complémentaires qui vont venir appuyer le discours, qui vont venir renforcer le propos et qui vont finalement aider à une meilleure appréhension de la complexité du phénomène, tout en essayant d'éviter que la lecture soit trop longue. Donc vous voyez, une carte équilibrée, c'est finalement un compromis entre une carte exhaustive, qui veut montrer beaucoup de choses, et une carte expressive, qui est réduite à sa plus simple expression, mais qui présente un certain nombre de limites, vous l'avez vu. Quatrième qualité d'une carte, donc c'est une carte hiérarchisée. Une carte hiérarchisée, ça veut simplement dire quelque chose d'assez simple, c'est qu'une carte, c'est un document qui se lit, et qui se lit de haut en bas et de gauche à droite. Ça signifie quoi, concrètement pour vous? Ça signifie que votre carte, quand on va la regarder, on va de manière totalement intuitive, la lire de haut en bas et de gauche à droite. Donc ça veut dire que les éléments les plus importants de votre carte doivent être disposés sur cette carte dans le sens de la lecture, de haut en bas et de gauche à droite. Donc par exemple, on va mettre en haut par exemple le titre, c'est l'élément le plus important, c'est ce qui doit être vu
le premier, d'une certaine manière, juste pour comprendre finalement l'objet de cette carte. Le deuxième élément qui vient ensuite, c'est bon, évidemment la carte elle-même, mais c'est surtout les légendes. Les légendes qui sont finalement un des éléments de compréhension de cette carte. Ensuite vont venir les flèches du nord et l'échelle, qui viennent en troisième niveau. Ce sont des éléments importants, mais clairement inférieurs hiérarchiquement au titre, par exemple. Puis enfin, tout à fait à la fin, on a les sources, qui sont aussi des éléments importants, obligatoires sur une carte, mais qui doivent finalement être mis en arrière-plan, en beaucoup plus petit, vous voyez. Et vous voyez que donc il y a une hiérarchie entre un titre en police large, et au fur et à mesure de la hiérarchie, on va avoir un élément de plus en plus faible. Au passage, vous remarquez que sur cette carte donc figurent les 5 éléments minimum pour faire une carte, obligatoires pour faire une carte: un titre, des légendes, une flèche du nord et une échelle, ainsi que des sources. Ces 4 qualités, pertinentes, nettes, équilibrées, hiérarchisées, font en sorte que votre carte est efficace, et c'est ce qu'on vise quand on fait de la cartographie. On cherche à avoir une carte efficace. Alors, comment sait-on que l'on fait une carte efficace ? C'est effectivement si elle a ces 4 qualités, mais c'est aussi un test assez simple. C'est par exemple celui-ci. « 10 secondes. 10 secondes, c'est le temps dont vous disposez en moyenne pour persuader votre public que votre carte est intéressante. Donc c'est un temps assez court en réalité, mais c'est un temps que aujourd'hui dans nos sociétés on accorde pour donner une chance à un document d'être captivant. Pour vous donner un exemple que vous allez bien appréhender, j'imagine, c'est une page web. Quand vous ouvrez un navigateur, vous tombez sur un site nouveau pour vous. En fait, vous allez lui donner une dizaine de secondes pour juger si il est digne d'intérêt ou pas. Si au bout d'une dizaine de secondes, vous trouvez qu'il n'y a pas d'informations pertinentes, sans avoir pu réellement tout décrypter, eh bien vous allez laisser tomber cette page, vous allez changer de site, vous allez donc ne plus vous intéresser au document. Et pour votre carte, on peut le regretter ou trouver ça positif. En tout cas, les lecteurs vont attribuer qu'une poignée de secondes pour vous donner une chance, pour donner une chance à votre carte de susciter l'intérêt. Sinon, les lecteurs ont une grande chance de vouloir passer à autre chose. Autre élément à voir ensemble, c'est la question d'une définition d'une carte. Alors, par exemple, je vais vous proposer cette définition. Une carte est une représentation géométrique, plane, simplifiée et conventionnelle de toute ou partie de la surface terrestre. Alors, on peut le voir en détail. Une carte, c'est une représentation géométrique, j'en suis d'accord. Je pense que là, il n'y a pas d'éléments à voir ensemble. Une carte, c'est une carte plane, alors c'est-à-dire qui figure sur un plan, longitude, latitude, x, y, hein, ou qui peut être également en 3D, auquel cas on rajoute notre axe qui est Z, hein, en 3 dimensions. En tout cas, dans tous les cas, que ce soit une carte en 3D ou en 2D, une carte figure sur un plan. Une carte, c'est également une carte simplifiée. Alors simplifiée, on renvoie exactement à un point qu'on a vu tout à l'heure sur la qualité d'une carte, une carte nette. Et effectivement, une carte simplifiée, c'est une carte dont on a simplifié les contours, effectivement, d'une fond de carte. Par exemple, ici, vous voyez sur cet exemple, on a une carte en fait qui est très simple, mais qui apparaît très très complexe pour une raison assez simple, c'est que les contours, le dessin en fait du fond de carte est très complexe, très précis, et au final, ça perturbe le regard, ça distrait le lecteur, ça détourne l'attention, qui fait que le lecteur ne regarde plus ce qui est important, mais
a le regard qui s'appesantit sur ces éléments secondaires. Pour vous donner un autre exemple de carte simplifiée, de l'intérêt de la généralisation, ici vous voyez deux encarts, une carte au-dessus qui est non simplifiée, où il y a beaucoup d'éléments, voilà, beaucoup de figurés, beaucoup de couleurs aussi, très complexe, pas facile à lire, pas beaucoup d'efficacité. Ensuite, une carte plus simplifiée, où on a perdu certes de l'information, mais on a gagné en efficacité. Donc c'est encore, là aussi, vous voyez, le compromis avec la carte équilibrée qu'on voyait tout à l'heure. Donc une carte, c'est une représentation géométrique, plane, simplifiée et conventionnelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, une carte conventionnelle? Une convention, en fait, c'est un contrat. C'est un contrat entre vous et votre lecteur, votre lectrice. Et ce contrat, il passe par la légende. Donc une carte conventionnelle, qu'est-ce que c'est? C'est une carte légendée. Et cette légende, c'est finalement le contrat que vous avez entre vous et votre lecteur. Donc, pour terminer, et pour préciser quand même, donc une carte entre vous et votre lecteur, mais qui doit avoir 6 signes différents maximum. Alors 6 signes différents maximum, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez une légende trop surchargée, trop complexe, vous avez trop d'informations, vous voyez ce dont je veux parler, c'est donc une carte exhaustive qui va être peu efficace. D'une carte donc géométrique, plane, simplifiée et conventionnelle de toute ou partie de la surface terrestre. Alors une carte, si on pourrait aussi la définir autrement, une carte c'est par exemple quelque chose d'assez simple en réalité, c'est d'un côté un dessin et de l'autre côté une information. Alors vous voyez ici j'ai représenté de point de vue très schématique qu'est-ce que peut être un dessin en carte, en cartographie, un point, une ligne, une aire. Finalement, c'est l'ossature de base de tout élément cartographique. Et à ces éléments de dessin, qui figurent le fond de carte d'une certaine manière, on va y associer des informations. Alors, par exemple, le point, ça peut être une ville. Une ligne, ça peut figurer un cours d'eau. L'aire, le polygone ici, peut figurer une commune. C'est l'adjonction de ces différents éléments figurés, ces éléments de dessin, qui vont donner finalement, qui vont représenter une carte de situation d'une commune X, Y, Z. Mais là aussi, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Par exemple, si je prends la ligne, si la ligne, je la change de couleur, ou si je lui attribue une couleur, ici le rouge, vous voyez que elle prend un sens différent. Hein. La ligne que j'avais assimilée comme étant un cours d'eau, si je la mets en rouge, ça devient une route. Et si la ligne que j'avais assimilée tout à l'heure à un cours d'eau, il aurait fallu peut-être la mettre en bleu. Vous voyez tout ça pour vous dire que ici on est sur des éléments visuels, des éléments de légende qui renforcent, qui donnent une efficacité à votre communication visuelle. Autre élément important à voir ensemble, c'est le fait qu'un titre d'une carte peut faire toute la différence. Comment ça? En fait, quand on fait une titre d'une carte, on a deux séries, on a un choix en fait. On a ce qu'on appelle des titres descriptifs et on a des titres analytiques. Alors, c'est deux types de titres différents. D'un côté, les titres descriptifs, c'est finalement un titre qui va simplement se contenter de montrer un phénomène et de laisser le lecteur interpréter seul votre carte. Un titre qui va se contenter de montrer, de nommer ce qui est représenté. Finalement, en général, ce type de titre dit « la population mondiale en 2006 ». Voilà. C'est un titre purement descriptif. Il ne donne pas de valeur ajoutée à votre carte. Il ne dit pas ce que vous devez comprendre de la carte. Il dit simplement « voilà la densité d'habitants dans le monde à telle date ». Donc quelque chose qui est purement descriptif, qui montre purement un phénomène. Et ça laisse le lecteur
comprendre seul la carte. L'autre type de titre qui est important à comprendre, c'est ce qu'on appelle des titres analytiques. Alors, un titre analytique, contrairement au titre descriptif, c'est un titre qui est problématisé, c'est-à-dire qui va dire au lecteur ce qu'il doit comprendre. En faisant un titre analytique, en fait, vous dites à votre lecteur ce que vous souhaitez qu'il comprenne à votre carte. C'est-à-dire vous lui donnez les clés de lecture de cette carte et vous lui montrez l'endroit qu'il doit précisément regarder. Ou tout au moins l'angle avec lequel il doit interpréter cette carte. Donc vous voyez, il y a une dimension, il y a une posture différente. Un titre descriptif, c'est « je ne m'engage pas », je dis au lecteur ce que c'est, sans pour autant moi-même participer à l'interprétation de la carte. Un titre analytique, c'est tout à fait différent. C'est vous vous engagez et vous dites à votre lecteur qu'est-ce qu'il doit retenir de cette carte, ou en tout cas en quoi cette carte est importante. Vous voyez, c'est assez différent. Donc c'est un titre qui va au-delà donc de la simple description et vous donner une analyse du phénomène. Par exemple, un titre descriptif, ça peut être tout à fait ça. Hein. La carte qu'on a vue tout à l'heure, la carte équilibrée qu'on a vue tout à l'heure, ici, vous voyez, on l'a intitulé en titre descriptif « La riziculture en agriculture biologique dans le Rio Grande do Sul en 2006 ». Donc on a la riziculture en agriculture biologique ou au sud du Brésil, quand en 2006. Aucun engagement de ma part dans la réalisation de cette carte, dans la présentation de cette carte. La même carte, mais cette fois-ci avec un titre analytique. Qu'est-ce que ça peut donner? Ça donne par exemple la riziculture en agriculture biologique dépendante de l'accès à l'eau et à la disponibilité de terre au Rio Grande do Sul en 2006. Qu'est-ce que j'apporte comme valeur ajoutée ici? En fait, vous voyez ici dans ce titre, j'explique au lecteur l'explication de la localisation de mon phénomène. J'explique au lecteur, en dessinant en plus les rivières, finalement que la riziculture, c'est une production que l'on trouve quand on a de l'accès à l'eau et quand on a une disponibilité de terre. Donc finalement, je ne me contente pas simplement de dire le riz est là, je dis pourquoi le riz est là, ou en tout cas quelques éléments qui permettent d'expliquer pourquoi le riz est là dans cette proportion-là. Par exemple, des titres descriptifs, des titres analytiques, titres descriptifs, le produit intérieur brut en Argentine en 2019. La localisation de mes ancêtres entre 1850 et 1920. Les limites administratives de l'Argentine. La population argentine entre 2006 et 2015. Autant de titres qui sont purement descriptifs. Alors, dans mon esprit, entendons-nous bien, il ne s'agit pas de dire qu'un titre descriptif n'est pas intéressant. Je dis juste que vous avez la capacité, en choisissant un de ces deux types, finalement, de donner une orientation bien particulière à votre carte. Et ça, seulement en changeant le titre. D'autres exemples de titres analytiques, le monde rural argentin, les laissés pour compte de la création de richesses. Vous voyez, là, on tente d'expliquer pourquoi, par exemple, dans le monde rural en Argentine, finalement, on a des populations qui sont assez pauvres. Et la carte n'est pas très différente en elle-même du titre que vous trouvez en face. Etc., etc. Donc, pour résumer cette question, un titre descriptif, c'est finalement une présentation. Et on peut utiliser des mots comme répartition de la population, diversité, différence de... Tous ces mots-là, en fait, sont employés dans les titres descriptifs, mais ne sont pas là pour expliquer. Ça finalement, c'est là pour éviter de s'interroger sur le sens de la carte. Un titre analytique, au contraire, il explique le pourquoi de ça, de cette carte, et
vous donnez une interprétation, vous tentez d'apporter une interprétation, une explication au phénomène que vous avez sur votre carte. Dernier élément que je voulais voir avec vous dans ce cours, c'est une carte peut mentir. Alors, pour vous démontrer cela, je vais prendre un exemple assez simple. Regardez ici, vous avez la même carte, les mêmes données. C'est le même fond de carte, ce sont les mêmes informations à la même date. Donc, entre ces 6 cartes que vous avez devant vous, il n'y a absolument aucune différence. Aucune différence en termes de données, en termes d'informations et en termes de dessin. Le dessin et l'information sont les mêmes. Sauf que ici, on a utilisé un traitement statistique de l'information que vous trouverez plus tard dans vos logiciels. Vous verrez, c'est assez simple. Tout ça pour vous dire que les logiciels peuvent produire ces différents types de représentations. Et pour autant, aucune d'entre elles n'est fausse. Toutes ces représentations sont d'une certaine manière justes, parce qu'on n'a pas triché sur les informations, on ne les a pas transformées, ce sont les mêmes informations, c'est le même dessin. Pour autant, les réalités qu'on montre sont radicalement différentes. Donc vous voyez par exemple ici, sur cette carte, sur celle-ci par exemple, vous le voyez là, sur cette carte, on pourrait avoir on a le sentiment que finalement, dans ce département d'Indre-et-Loire, on n'a qu'une seule zone où on a beaucoup de population, c'est finalement Tours. Et en périphérie, on a le sentiment qu'effectivement, il y a très peu de densité de population. Nous sommes ici sur la densité de population. On a le sentiment que finalement, on pourrait intituler cette carte Tours et le désert d'Indre-et-Loire, par exemple. Donc ça, c'est une présentation. On pourrait, par exemple, utiliser l'autre représentation, celle-ci qui se trouve en face, là, qui est en fait l'opposé de cette représentation. Et vous voyez que ici, on est sur une représentation beaucoup plus diversifiée du phénomène. On voit bien qu'on n'est plus du tout sur la concentration centrale, mais que finalement, on est sur une agglomération beaucoup plus générale. On peut imaginer le phénomène de périurbanisation, l'extension de la ville dans les zones rurales, qui suit sans doute, j'imagine, une nationale ou un réseau routier assez dense, qui va tracer finalement une ligne qui va traverser le territoire. Et entre ces deux extrêmes, finalement, on a toute une série de gradations, du plus simple au plus varié. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, effectivement, une carte, en fonction des méthodes de cartographie que vous allez utiliser dans vos logiciels, vous pouvez faire dire à la carte des choses très différentes. Même si vous ne trichez pas sur les données, la carte, elle peut mentir. Elle peut finalement laisser croire à votre public que à part Tours, il n'y a pas beaucoup de densité de population par ailleurs, ou qu'au contraire, on a toute une agglomération en Indre-et-Loire. Donc, ça va être à vous, finalement, de choisir quel angle d'attaque vous voulez représenter sur votre carte, quel est votre choix précis, et faire une carte, c'est finalement s'engager. Donc, vous voyez que quand on parlait tout à l'heure des titres descriptifs ou des titres analytiques, quand vous allez choisir, par exemple, une de ces 6 méthodes, vous n'en aurez pas d'autres en réalité quand vous allez faire vos cartes, il faudra faire un choix. Et ce choix, c'est déjà une position sur ce que vous avez face à vous. Donc, vous avez une responsabilité quand vous faites une carte, puisque vous allez finalement, par votre représentation, dire une certaine réalité. Une autre carte que j'ai choisie pour vous, c'est cette carte de l'enseignement supérieur en France, publiée par le ministère de l'Enseignement. Donc une carte qu'on pourrait considérer comme étant très officielle. Alors, carte officielle ne veut pas dire très bonne carte. Vous remarquez que cette carte, elle est effectivement exhaustive. Il y a beaucoup d'informations. Et pourquoi cette carte peut mentir? Elle ment d'une certaine manière parce que son mode de représentation, le mode de représentation qui a été choisi ici,
pourrait laisser croire que finalement on a des établissements de l'enseignement supérieur partout sur le territoire. Donc finalement, ça pourrait laisser entendre que l'État diffuse partout sur le territoire un enseignement supérieur que l'on peut imaginer évidemment de qualité. Mais au-delà de cet aspect-là, vous voyez que finalement le choix de représentation graphique induit une certaine lecture, une certaine interprétation de votre carte. Et vous voyez que ici on a choisi un titre descriptif, mais vous voyez bien que le choix de représentation graphique tendrait à donner un titre plutôt sur la richesse et la disponibilité partout sur le territoire, où que l'on se trouve sur le territoire, d'enseignement supérieur disponible au public. Donc vous voyez, une carte qui dit un certain type de réalité, bon, ce qui est à relativiser quand même, parce qu'effectivement, quand vous êtes dans cette zone-là, ou que vous êtes ailleurs, ici par exemple, c'est vrai que vous n'avez pas beaucoup d'options, en réalité, d'enseignement supérieur. On peut en le déplorer ou s'en féliciter, c'est un état de fait. Donc, vous voyez que la carte, en fait, elle peut être là pour interpréter aussi et disséminer un certain type de discours sur ce que l'on veut montrer. Une carte, c'est un message. Une carte dit évidemment quelque chose. Et effectivement, la carte, vous devez la pondérer entre une qualité scientifique, une rigueur de ce que vous voulez montrer, et puis en même temps la volonté de faire passer un message. Et donc la puissance cartographique, vous voyez, elle doit être, elle est quelque part à l'intersection entre ces deux axes. D'un côté, on veut respecter la réalité telle qu'elle est, et pour autant, vous devez aussi l'interpréter, cette réalité. Et donc, pour faciliter l'interprétation, vous devez parfois être amené à choisir un angle qui va servir aussi ce que vous voulez démontrer. C'est pas mentir, mais c'est finalement traduire, transformer la réalité, ou en tout cas la faire voir sur un certain angle pour servir votre argumentation, votre propos. Donc, pour résumer et pour conclure cette présentation, pour conclure ce cours, donc vous le voyez, une carte doit respecter un certain nombre de règles pour être appréciée à sa juste valeur. Si vous ne voulez pas finir dans les 10 secondes qu'un lecteur vous consacre, eh bien, vous devez être rigoureux dans votre travail. Vous devez donc, si je dois vous donner des conseils pour faire une carte, c'est vous devez vous fixer un objectif clair et réalisable techniquement. Donc vous devez faire un bilan de ce que vous êtes capable de mobiliser pour faire votre carte, quels sont les outils dont vous disposez, comment vous pouvez les mobiliser, jusqu'où et comment. Donc ça, c'était tout l'aspect d'une carte pertinente, une carte qui est réfléchie en amont, qui se fixe des objectifs et qui réfléchit à ce qu'elle veut faire. Ça, c'est très important. Deuxième élément important, c'est identifier le public et les contraintes qui sont possibles. C'est-à-dire que comme vous n'êtes pas là pour présenter votre carte, comme vous ne pouvez pas faire de discours longs et argumentés sur votre carte, eh bien, vous devez prendre en compte les différentes contraintes qui sont inhérentes au document visuel, asynchrone, pour finalement faire passer votre message. Autre conseil que je peux me permettre de vous donner, c'est effectivement respecter les règles que j'ai énoncées tout au long de ce cours pour être efficace, une carte efficace, une carte pertinente, équilibrée, toutes les choses que je vous ai dites tout à l'heure. Et aussi, peut-être, c'est être ambitieux dans votre carte. Imaginez la carte, pas simplement comme une illustration, mais aussi comme un argument. Une carte, c'est quelque chose qui vient prouver ce que vous dites. C'est pas simplement, ça peut ne pas simplement être une simple illustration. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et ce que je vais vous proposer maintenant, pour vérifier si finalement toutes les notions que j'ai évoquées maintenant sont bien comprises, je vais vous proposer un quiz. On se retrouve juste après.